Déjà, est-ce qu'on a des mordus de littérature ici? Voilà. Voilà. On en a un autre qui écrit aussi. Effectivement, on a plusieurs écrivains. On a Oburel Fikri qui a écrit et publié il y a peu la lycée textile, Absoir qui slame, donc qui slame aussi, qui slame des Comores et qui slame ici. Et puis, dans cet univers littéraire francophone comorien, on a Abdoumalim qui, il y a 2 ans, a publié son premier roman, Rentre ou Ferme-la. Essai autobiographique. Essai autobiographique. Essai romancé, disons, effectivement. Et ce titre assez provocateur, Rentre ou Ferme-la, a été inspiré a priori d'un rapport qu'il entretenait avec les gens ici, et puis une phrase qu'il avait souvent tendance à dire et qu'on lui avait sortie, tout simplement, puisqu'on lui avait dit « tu parles beaucoup, donc soit ferme ta bouche, soit rentre chez toi ». Et à partir de cette phrase assez provocatrice, de cette phrase qui sonne en règle générale comme un rejet du regard de l'autre, comme un rejet de la possibilité des individus à poser des opinions à poser un point de vue sur une chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord, eh bien il en a fait tout un roman. Le deuxième, qui s'intitule Juste dans son injustice, qui rappelle un petit peu Allah n'est pas obligé d'être juste en ce bas monde et tout ce qui s'ensuit, nous donne en fait, Amdamadou Tourma, qui nous donne une filiation et qui nous donne en fait un regard sur l'univers littéraire de notre jeune auteur, qui est l'univers francophone parce qu'il est féru aussi de littérature africaine francophone. Et dans ce cas-là, nous allons lui laisser la parole, tout simplement. Alors, bonjour. Alors, rentre ou ferme-la, parce qu'on va commencer avec ça. Ce n'est pas un roman, c'est un essai autobiographique, parce que tout ce qui est là-dedans, il n'y a rien de romancé. C'est la réalité, tout ce qui est là-dedans. Donc, il y a 2 noms que j'ai changés, mais tout ce qui est là-dedans, c'est la réalité. Voilà. Donc, c'est un essai autobiographique dans le sens où c'est de l'autobiographie, depuis le pays jusqu'à ma vie ici. Mais c'est un essai parce que je ne fais pas que le récit, mais à chaque fois qu'il y a un fait qui se présente, je me permets des analyses, et c'est dans ce sens-là que je l'appelle un essai aussi. Voilà, c'est pour cette raison. Donc comme je veux me tenir à ce qui a été décidé ici, on va lire justement le texte que j'avais publié, et en réponse à cette injonction qu'on nous renvoyait à chaque fois, si vous aimez votre pays, vous n'avez qu'à rentrer. Je pense que vous avez déjà lu ça, si vous êtes partout, on nous dit, vous parlez beaucoup, vous les Jeviens, mais si franchement vous aimez votre pays, vous n'avez qu'à venir vous sacrifier, donc je mets entre les guillemets, parce que souvent les gens qui nous parlent comme ça, ce n'est pas les cousins qui sont au village, qui vont au champ, qui galèrent, hein. C'est des gens qui sont dans des bureaux, qui perçoivent des perdièmes et qui ont l'aisance d'avoir Facebook tout le temps. Et qui disent qu'ils se sont sacrifiés alors que c'est les plus privilégiés de la place à Moroni qui sont fonctionnaires et qui voyagent à tout bout de champ et qui souvent ne travaillent même pas tellement ils sont sur Facebook à nous parler. Donc, j'avais publié un texte et c'est à partir de ce texte-là que, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit ce serait bien que tu écrives, parce que moi j'ai un grand respect pour la littérature et je ne me voyais pas écrivain. Donc à un moment donné, bon, on m'a incité, je me suis dit, bon, peut-être que je peux plaire à certaines personnes si j'écris. Donc, et c'est à partir de ce texte-là que le livre est parti. Donc je vais donner à quelqu'un pour lire, parce que j'aime pas me lire. Écris, tu veux bien t'y coller ou pas? C'est en italique là. C'était un post Facebook qui voilà. En Italie. Je suis désolé, je ne suis pas habillé pour vous présenter un public. Il n'est pas rare par les temps qui courent d'entendre dans les divers débats virtuels et forums divers sortir des bouches de certains compatriotes résidant aux Comores des phrases telles que
Tu veux faire la révolution par télécommande, tu ne veux pas rentrer souffrir comme nous, tu n'es pas courageux, tu es jaloux parce que tu passes ton temps à travailler dans les poubelles françaises quand on ose émettre une critique vis-à-vis du pouvoir en place. Ces propos sont, pour la plupart, tenus par les sous-fifres de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir aux Comores. Cela va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant, que ces derniers seraient incapables d'entrer dans le mot de passe d'un PC pour venir réagir sur un forum. La modernité les dépasse au point de bloquer toute technologie nouvelle afin de garantir les quelques recettes de la téléphonie qui alimentent leur quotidien. Oui, à cette époque-là, il y avait la crise, on avait coupé WhatsApp et tout ça. Oui, tu continues, tu lis tout. D'abord, une première chose, vous êtes loin d'être des martyrs. J'en veux pour preuve le temps que vous passez sur Internet à longueur de journée. Le citoyen lambda ayant du mal à joindre les deux bouts pour sacrifier 500 francs de connexion sur Internet. Vous passez votre temps dans des avions pour des voyages inutiles, puisque vous revenez sans en faire le moindre rapport. Vous disposez d'un salaire tous les mois, sans compter les quelques billets qui passent en dessous de table, ce qui est loin d'être le cas pour 80% de la population comorienne. Alors de grâce, épargnez-nous vos pitoyables leçons de sacrifice. Seconde chose, le salaire que vous gagnez provient en majeure partie de cette diaspora que vous méprisez tant. Il provient des recettes que vous prélevez à travers la consommation des ménages, rendues possibles grâce aux sommes transférées par cette même diaspora. J'ai oublié celles qui proviennent de ce que vous savez faire le mieux, la mendicité à l'international. Alors arrêtez d'insulter la main qui vous nourrit. Et puis, franchement, si c'est pour rentrer en espérant qu'après quelques années à faire le larbin, à se trahir soi-même, on finira par trouver un poste de sous-fifre dans telle ou telle matière politique, je préfère rester dans mon statut de réfugié économique. Voilà. Et j'avais notre passage parce que ça va résumer un peu les deux idées qui traversent le livre. Mais ça va faire 5 lignes, hein, histoire de résumer le livre. 143. Je vais tout coller. Alors c'est juste de l'absort, c'est la même. Alors, une voix féminine, pourquoi pas? Elle m'a bien plu la vôtre. Oui. Le mariage est une question d'alliance entre deux familles. L'amour a rarement sa place. Certains vont jusqu'à demander à leurs enfants d'accepter le mariage le temps des festivités, pour quitter le mari le lendemain. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Beaucoup sont devenus les propres proxénètes de leurs enfants. On assiste à des viols imposés par l'entourage familial. Quand la jeune fille ose exprimer son désaccord, elle s'entend traiter de misogyne. Une manière de lui dire qu'elle est aliénée. Le meilleur des enfants est celui qui dit toujours oui à ses parents. Ces derniers ne supportent pas la contradiction. C'est d'ailleurs la même chose chez les politiques. Il suffit de dénoncer les mauvais agissements du gouvernement ou d'un homme politique pour qu'on vous traite de malpoli ou de mal éduqué. Voilà. Merci beaucoup pour le passage. Et justement, les deux passages qui ont été lus sont assez révélateurs à la fois de sa posture, parce que c'est quand même une personne qui crée la controverse. Donc, il crée la controverse parce qu'il la provoque. Il la provoque parce qu'il fourre son nez un petit peu partout, parfois même lorsqu'on ne lui demande pas.
Et il le fait sans prendre beaucoup de gants, et surtout avec une certaine aisance et une certaine élégance intellectuelle qui le positionne un petit peu hors norme. Il est toujours borderline. Et notamment, et c'est ce que l'on remarque dans les deux passages, celui que vous avez lu, et d'où l'intérêt d'une voix féminine aussi, c'est qu'il soulève des débats de société, qui touchent notre communauté et qui la touchent de plein fouet et de façon extrêmement violente, que nos générations et les générations en dessous ont ensuite du mal à prendre et à vivre avec. Et la question du mariage telle qu'elle est posée, faisant de façon radicale des parents des proxénètes, des termes qui sont équivoques, et parce qu'ils sont équivoques dans le sens et qui peuvent être interprétés de façon extrêmement violente pour ceux qui sont appelés ainsi, donc nos parents, peuvent poser problème et surtout nous questionner. Et parce que ces problèmes nous questionnent, Abdulmalik pose son nez dessus, son doigt plutôt, il pointe du doigt ces faits sociétaires qui sont notre quotidien à nous en tant que Comoriens. De là, pourquoi est-ce que c'est vous qui avez choisi ces passages-là? Parce que non, vous les expliquez, mais pourquoi vous les avez choisis? Pourquoi j'ai choisi ces passages? Parce que, en fait, j'aurais pu choisir tous les passages. Hein. Parce que si j'ai écrit, à chaque passage que j'ai écrit, c'est que j'ai jugé que c'était important. Mais j'ai choisi ces deux-là parce que je trouve qu'ils résument le fond du livre. C'est-à-dire qu'il y a un regard politique, économique sur ce qui se passe au pays. Il y a aussi cette injonction qu'on nous fait tout le temps. Donc je voulais à un moment donné répondre d'une manière un peu plus solide sur du papier. Et aussi aborder des sujets qu'on peut trouver borderline, comme tu dis, mais qui, pour moi, ne sont pas borderline, c'est les réalités. Moi, je me suis permis de parler de ça parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ma vie, j'ai vécu ça avec ma femme. On a vécu des choses horribles. D'accord? Donc, quand on me dit « Oh, mais tu exagères », et je connais d'autres personnes qui ont vécu ça d'une manière horrible. D'accord? Et voilà, à un moment donné, je me suis dit « Il faut que j'écrive ça ». C'est tout. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, ce que je vois ici, je vois je suis désolé, le phénomène du Hukumi, c'est à un moment donné, on voit une poupée qu'on met sur quelque chose et puis on fait des billets là-dessus. Et je connais des gens, des jeunes femmes à qui on leur a pas dit directement, on leur a fait comprendre, bah, écoute, laisse-nous faire ça, après tu peux faire ce que tu veux. Hein? Et c'est pas que le Hukumi ici, c'est même les grands mariages au pays. Quand j'étais au pays, il y avait des jeunes femmes, on leur signifiait, parce que c'est pas tout le temps clair, on ne vient pas te dire bon, laisse-toi faire, et puis non, mais on te signifie que bon. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes femmes disent en fait, je me suis mariée, mais maintenant je suis libre. J'ai jamais compris ça. Je veux me marier, j'ai fait mon Hukumi, maintenant je suis libre. J'aurai ni frère sur moi, ni papa. D'ailleurs, je ne suis pas pour que les papas et les frères soient sur les jeunes femmes. C'est pas pour dire que. Non, mais c'est une façon de dire. C'est comme si c'était une liberté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, maintenant je suis libre. Et ça, en français, ça s'appelle faire le proxénète. C'est-à-dire utiliser quelqu'un avec le sexe de quelqu'un pour faire de l'argent. C'est ça, faire le proxénète. C'est-à-dire utiliser des putes, pour utiliser les bons termes, et faire de l'argent. Sauf que là, c'est les parents qui font ça. Parce que la jeune femme, elle pleure, elle s'enferme, elle dit non, mais on lui impose, on lui dit tu fais.